Bonjour à tous, bonne année 2024, présidentielle, élection, guerre, Europe, Asie, Gaza, Ukraine, Myanmar, le monde est en pleine effervescence. Nous traiterons cette année encore une multitude de sujets, mais cette vidéo servira de base quant aux principaux événements et la tendance de l'année à venir. Pour suivre notre actualité, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. N'oubliez pas les gestes simples, partagez cette vidéo, aimez, commentez pour dire ce que vous pensez et il y aura évidemment des sujets qui ne seront pas mentionnés ici. Alors ne perdons pas de temps, il y a beaucoup d'éléments à traiter. Mais avant cela, laissez-moi vous parler d'un des plus anciens sponsors de la chaîne, c'est NordVPN. Vous pouvez désormais choisir entre 3 packs, essentiels, avancés ou premium. Avec l'offre essentielle, vous obtenez la protection de NordVPN, mais aussi des avantages tels que la possibilité de souscrire à un abonnement YouTube Premium pour moins de 3 € par mois et éviter ainsi les publicités. Avec le pack avancé, vous bénéficiez en plus de NordPass, qui est le logiciel de gestion des mots de passe qui, en plus de les mémoriser dans un endroit sécurisé, vous permet d'analyser si vos identifiants ont été compromis sur la toile. Et enfin, le pack Premium, il vous offre la protection ultime avec NordLocker, vous bénéficierez de près d'1 Tera de stockage sécurisé sur le cloud, pas besoin de logiciel, vos données sont accessibles via votre navigateur web, où que vous soyez, en un claquement de doigts. Noël continue avec le code nordvpn.com/terabellum, obtenez 4 mois offerts et une carte cadeau Amazon jusqu'à 30 € pour tous les nouveaux utilisateurs sur tous les abonnements de 2 ans via le lien en description. Le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours, qu'attendez-vous ? Le premier grand événement géopolitique, c'est bien sûr les élections américaines qui vont être très serrées aux États-Unis. L'élection présidentielle aux États-Unis se déroulera en novembre 2024. Le gouvernement de Joe Biden cherchera cette année à temporiser et limiter son implication à l'international, au Moyen-Orient, en Asie de l'Est, mais aussi en Europe de l'Est. Le reste du monde se prépare à une éventuelle victoire de Donald Trump qui marquerait le retour des guerres commerciales plus franches, la hausse de la rivalité avec la Chine et la hausse des exigences de contribution plus fortes des membres de l'OTAN. Le mot d'ordre en 2024 pour les États-Unis sera la politique interne afin de consolider le soutien des électeurs par des politiques telles que le renforcement de la frontière sud des États-Unis avec l'expansion de la construction du mur le long de la frontière avec le Mexique, mais aussi la hausse des investissements dans le secteur gazier et pétrolier. Dans ce contexte électoral, la Maison-Blanche devrait avoir de plus en plus de mal à faire passer le financement de l'Ukraine par le Congrès, ce qui conduira l'administration Biden à chercher d'autres moyens pour aider à soutenir le pays. Le moyen le plus répandu étant l'usage des fonds gelés russes, mais leur utilisation posera alors un problème de confiance pour les pays qui possèdent des actifs en Occident. La Russie, quant à elle, pourrait considérer une présidence Trump comme un moyen potentiel de mettre fin diplomatiquement à la guerre en Ukraine dans des conditions qui lui seraient plus favorables, bien qu'il soit peu probable qu'elle se base entièrement sur cette élection pour concevoir une sortie du conflit. Une administration Trump pourrait aussi au contraire amplifier le soutien à l'Ukraine, même si leur némésis est plus traditionnellement la Chine que la Russie et que cela irait à l'encontre de certaines déclarations républicaines. Si une victoire de Biden implique une continuité de la politique étrangère au-delà de 2024, une victoire de Trump pourrait précipiter le règlement de certaines questions internationales, par exemple une sortie potentielle de l'accord de Paris ou encore, on l'a déjà évoqué, la fin de la plupart du soutien américain à l'Ukraine. Trump poursuivrait sa politique de l'America First qui se traduit par une lutte commerciale plus forte avec une hausse des droits de douane, tantôt contre l'Union européenne mais aussi contre la Chine, tout en essayant de réduire le déficit commercial des États-Unis. Il exigerait aussi davantage de participation de la part des membres de l'OTAN, ce qui pourrait conduire la France à remettre sur la table son souhait de constituer une défense au sein de l'Union européenne afin d'acquérir une autonomie stratégique et de réduire la dépendance militaire vis-à-vis des États-Unis. Mais il y aura aussi des élections présidentielles en Russie. Sans grande surprise, le président russe Vladimir Poutine restera probablement au pouvoir au terme de l'élection présidentielle de 2024. L'économie russe reste stable grâce à des investissements nationaux records pour augmenter la production de guerre et grâce à la poursuite des coupes dans les dépenses sociales nécessaires pour limiter le déficit budgétaire. Pour la première fois depuis l'époque soviétique, plus d'1 tiers du budget de la Russie sera consacré cette année à la sécurité et à la production militaire. On peut le constater d'ailleurs avec l'indice PMI manufacturier de la
la Russie qui est le plus élevé depuis 7 ans, principalement porté ici par la demande interne et le secteur de la défense. La désindexation de certaines prestations sociales permet aussi au gouvernement de réduire les dépenses réelles et d'éviter des tensions budgétaires, même si cela se fera au prix d'une stagnation des conditions de vie des individus. Moscou continuera de combler le déficit qui est initié tantôt par l'inflation d'environ 8% en fin 2023, mais aussi par le faible taux de change du rouble, en retirant toujours des fonds du fonds souverain russe qui devrait atteindre ses limites en 2024-2025. Il est probable qu'après l'élection, de nouvelles mesures économiques visent à renforcer l'effort de guerre en Ukraine et l'économie. Dans un scénario peu probable, la Russie pourrait mener une autre vague de mobilisation similaire à celle observée à l'automne 2022. Cela lui permettrait d'obtenir un avantage décisif en termes de supériorité sur le front en Ukraine et de menacer de manière plus crédible d'une offensive à grande échelle. Pourquoi cette mesure serait peu probable? Tout simplement car une mobilisation plus large pourrait nuire davantage à l'économie en aggravant la pénurie de main-d'œuvre et son inflation. La Russie n'a qu'un taux de chômage de 3%, c'est-à-dire quasiment un taux de plein emploi. Le pays fera son possible pour continuer de contourner les sanctions via ses périphéries du Caucase et d'Asie centrale. L'Occident, lui, poursuivra son jeu du chat et de la souris pour tenter de faire respecter les sanctions et le respect du régime de plafonnement des prix du pétrole imposé par le G7. Et transition après la Russie, la guerre en Ukraine qui continue et où les négociations de cessez-le-feu semblent bien loin. Le soutien matériel et financier de l'Occident aux efforts de guerre de l'Ukraine devrait probablement diminuer cette année encore en raison des contraintes financières, des limites de production du complexe militaro-industriel, mais aussi d'une politique attentiste sur fond d'élections tantôt européennes et d'élections présidentielles aux États-Unis. D'un point de vue macro, l'année 2023 s'achève sans grand changement sur la ligne de front, tandis que l'Ukraine n'est pas parvenue à enfoncer les lignes russes dans son offensive d'été et que la Russie a mis à l'épreuve sa profondeur stratégique qu'elle constituait depuis la mobilisation de septembre 2022. Un cessez-le-feu entre Moscou et Kiev où des négociations restent peu probables dans l'état actuel, ni l'Ukraine ni la Russie n'ont pour le moment une situation géographique favorable afin de geler ou mettre un terme au conflit durablement. Cela dépendra donc en partie si l'un ou l'autre camp réalise des gains majeurs sur le champ de bataille en 2024 en raison des contraintes de ressources, contexte technologique et de la situation où les deux belligérants renforcent leur défense. Une percée significative est cependant de plus en plus difficile à réaliser. Moscou va probablement poursuivre sur le modèle de Bakhmout sa lente progression à travers les bastions ukrainiens dans le Donbass, l'objectif diplomatique étant de présenter le soutien occidental à l'Ukraine comme un échec et favoriser des négociations dans le cas d'un changement de présidence aux États-Unis en 2024. De son côté, l'Ukraine doit elle trouver le moyen de convaincre l'Occident d'obtenir des approvisionnements en armes suffisants afin de combler les pertes de l'été. Le plus probable est que l'Ukraine reçoive suffisamment d'armes pour continuer à se défendre, mais demeure dans cette posture en espérant épuiser le potentiel russe. Contrairement à l'année dernière, il n'a pas pour le moment été fait mention de préparer une quelconque offensive ukrainienne en 2024. Du côté ukrainien toujours, il n'y a aucun signe que l'Occident cette année encore puisse fournir des garanties de sécurité sérieuses à l'Ukraine, ce qui renforce l'idée d'une poursuite des combats. Côté russe, ce début d'année 2024 marque la reprise des assauts sur toute la ligne de front, son complexe militaro-industriel continue de se développer et sa mobilisation de l'ombre lui permet d'envoyer toujours plus d'hommes dans la zone de guerre. Les deux pays optent donc pour une stratégie de la guerre d'usure en espérant que le camp d'en face cède le premier. C'est ce qui rend peu probable des négociations avant 2025, voire plus tard. Autre conflit, beaucoup moins médiatisé, c'est celui entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Cette fois, des progrès sur un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont probables cette année 2024. Le risque d'embrasement ou d'un retour à une guerre à grande échelle dans la région est cependant très probable également, tandis que l'Azerbaïdjan cherche à maintenir son influence sur l'Arménie et assurer les flux de communication vers la Turquie. Yerevan continuera de chercher un accord de paix avec Bakou, mais les désaccords sur les couloirs de transit régionaux entravent ces négociations. L'Arménie utilise ses liens politiques croissants avec l'Occident et son soutien militaire pour résister aux exigences les plus fortes de Bakou, mais compte tenu du rapport de force largement déséquilibré, Yerevan acceptera probablement les demandes de Bakou pour le transit à travers le sud de l'Arménie et la démarcation de leurs frontières communes. Après la réélection du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev le 7 février, l'Azerbaïdjan poursuivra probablement son renforcement militaire le long de ses frontières avec l'Arménie afin de se préparer à une éventuelle invasion et ainsi
ainsi obtenir un effet de levier dans les pourparlers de paix. Si des progrès diplomatiques ne sont pas réalisés à moyen terme, le risque que l'Azerbaïdjan tente de s'emparer d'une partie plus importante de l'Arménie du Sud augmentera considérablement. La Russie, occupée en Ukraine, ne se fait plus arbitre dans le Caucase et préférera une influence turcique plutôt qu'occidentale, et bien que l'Arménie ait une volonté de prendre ses distances avec Moscou, l'Arménie restera au sein de l'OTSC et son économie reste toujours étroitement liée à l'économie russe, notamment pour contourner les sanctions. Dans le même temps, les relations bilatérales et commerciales entre l'Azerbaïdjan et la Russie seront croissantes, le transit régional Est-Ouest dans le Caucase du Sud continuera de passer principalement par la Géorgie, tandis que Bakou a tout intérêt à faciliter le développement d'infrastructures nord-sud reliant la Russie à l'Iran. Si Bakou envahissait l'Arménie pour établir une connexion terrestre avec son enclave du Nakhchivan, l'Azerbaïdjan et la Turquie seraient également soumis à la pression occidentale et menaceraient de se réorienter loin de l'Occident vers des liens plus étroits avec la Russie, la Chine, mais aussi l'Iran. Autre conflit, on continue avec les guerres. Israël va poursuivre son opération cette année et occuper probablement la bande de Gaza en 2024. Israël sera probablement confronté à une situation d'insurrection, d'une instabilité régionale qui continue, un recul diplomatique avec la pression internationale et une incertitude quant à sa politique intérieure. Israël aura du mal à trouver un pouvoir politique capable de gouverner Gaza. Souvenez-vous de nos précédentes vidéos. L'autorité palestinienne exigera, elle, la reprise des négociations à deux États, mais est en plus disqualifiée par une grande partie de la population palestinienne. Et l'actuel gouvernement israélien, dominé par le Likoud, n'a évidemment pas le soutien nécessaire pour mener une telle politique. Occuper la bande de Gaza mettra fin aux attaques de roquettes, mais rendra également Israël responsable de la reconstruction et de la gestion civile du territoire. Les restes de groupes militants comme le Hamas continueront probablement de mener des attaques sporadiques contre Israël, tandis que la Cisjordanie connaîtra, elle, une poursuite de la violence qui pourrait s'intensifier si le Hamas déplaçait ses opérations là-bas. Voir ici notre vidéo, c'était avec la vision de l'Arabie Saoudite sur la Palestine. Autre problématique pour Israël, ce sera de faire face au harcèlement du Hamas à la frontière nord depuis le Liban mais aussi la Syrie. Les attaques à la frontière nord pourraient contraindre d'ailleurs Israël à envisager d'étendre ses opérations militaires secrètes, voire ouvertes, au Liban et en Syrie. Il est probable que les actions d'Israël à Gaza seront diplomatiquement impopulaires, ce qui maintiendra le gel de la normalisation israélo-saoudienne. Et en Israël, c'est assez peu médiatisé, mais la situation politique sera également préoccupante, compte tenu de la pression exercée et des moyens engagés dans la région. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait donc avoir du mal à se maintenir à long terme. La guerre informelle entre l'Iran, Israël et les États-Unis continuera également dans toute la région en 2024. L'Iran et ses mandataires maintiendront leur stratégie asymétrique, les États-Unis continueront de s'impliquer, et tout cela fait craindre une escalade. Quittons les théâtres guerriers et intéressons-nous maintenant à l'Inde. Il y a aussi des élections en Inde. En avril et en mai 2024, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi mettra l'accent sur le développement économique et les subventions sociales pour augmenter ses chances de réélection. Les sondages indiquent que le Bharatiya Janata Party de Modi, qui soutient une politique nationaliste et conservatrice, est susceptible de remporter les élections. On verra tout ça bien évidemment. La saison électorale va se concentrer avant tout sur les questions religieuses, ethniques, de caste. L'idéologie nationaliste hindoue du BJP pourra exacerber les divisions religieuses, notamment dans les régions musulmanes du Nord. Je pense par exemple au Punjab, au Jammu et Cachemire, au Himachal Pradesh et au Ladakh, sachant que les violences et actions séparatistes sont aussi possibles dans ces États. Modi concentrera aussi sa campagne et sa stratégie post-électorale sur les programmes économiques et sociaux qui visent à améliorer le niveau de vie des femmes, à réduire le chômage des jeunes et à répondre aux doléances des agriculteurs. L'objectif de l'Inde est aussi de stimuler son industrie manufacturière nationale et de stabiliser les prix des denrées alimentaires dans le contexte international de flambée de l'inflation et du recul de la production agricole. Dans les domaines de la politique étrangère, l'Inde poursuivra encore sa logique d'équilibre, la coopération avec les États-Unis se poursuivra afin d'assurer la stabilité dans la région Indo-Pacifique, mais aussi de contrer l'influence de la Chine dans l'Himalaya. Les relations entre l'Inde et la Chine, quant à elles, resteront un mélange complexe de collaboration économique et de rivalité pour l'influence régionale. On en parlait d'ailleurs dans ma vidéo sur l'armée indienne. L'Inde continuera probablement à essayer de réduire sa dépendance à l'égard de la Chine en stimulant sa fabrication nationale dans des secteurs comme la technologie mais aussi la défense. L'objectif ces dernières années étant vraiment pour l'Inde de se constituer une base industrielle souveraine.
Mais terminons cette projection de 2024 avec de bonnes nouvelles. Je rigole bien sûr, le risque d'incidents militaires et de crise diplomatique en mer de Chine méridionale et dans la péninsule coréenne continuera à augmenter, même si une guerre reste peu probable, tandis que la guerre civile au Myanmar qui bat son plein présente un faible risque d'enflammer les mouvements séparatistes dans toute l'Asie du Sud-Est. En référence à notre récente vidéo, les Philippines continueront à protéger leurs ZEE à l'aide de patrouilles conjointes avec les États-Unis et l'Australie, mais aussi le Japon qui s'implique de plus en plus dans la politique sécuritaire de la région. Dans la péninsule coréenne, la Corée du Nord poursuivra la modernisation de son complexe militaro-industriel avec le soutien de la Russie, voir ici également notre vidéo sur le sujet. Il faut s'attendre en Corée à une accélération des essais d'armes et de lancement de satellites, ainsi que l'augmentation des déploiements frontaliers par les deux parties. La guerre civile au Myanmar ne sera probablement pas résolue cette année 2024. Les forces rebelles pro-démocrates, malgré de récents succès, n'ont pas les moyens d'envahir les plus grands centres urbains du pays, tandis que les pertes subies par la junte militaire à la suite de la grande offensive des rebelles qui avait débuté en octobre 2023 rend impossible la neutralisation des rebelles. Ce scénario laisse entrevoir l'arrivée d'une sorte de statu quo et possiblement la paix à terme en échange d'une plus grande autonomie que le gouvernement céderait aux régions frontalières, mais nous n'en sommes pas encore là. Le problème de la guerre civile au Myanmar, c'est que cela pourrait balkaniser non seulement le Myanmar, mais aussi servir de modèle aux différents mouvements séparatistes dans la région, comme ceux qu'on peut avoir aux Philippines, en Thaïlande ou encore en Indonésie. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, il y aura beaucoup de travail de suivi en 2024 comme vous pouvez le voir. Je suis conscient que tout n'a pas été évoqué dans le Sahel, en Amérique du Sud. Je n'ai pas non plus évoqué les élections européennes à venir, donc n'hésitez pas en commentaire à vous exprimer, à dire également si vous êtes d'accord sur ce pas du tout, ou si vous voulez tout simplement en évoquer une sur un sujet absent de cette vidéo. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, ce sont un de nos plus anciens sponsors et ils rendent aussi possible le financement de ce genre de contenu qui demande plusieurs dizaines d'heures de travail. Le lien vers NordVPN est bien sûr en description. Sur ce, merci encore à tous pour votre fidélité, je vous souhaite encore une très bonne année, une bonne santé, n'oubliez pas les gestes simples, aimez, commentez, partagez et vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Restons connectés et à la prochaine.